Yves Falardeau, bonjour et bienvenue à Jean d'ici. Aujourd'hui, nous sommes à Alfred, en Ontario, en plein milieu de la campagne, à ce jour magnifique, plein de soleil, et nous avons le plaisir d'être à la résidence de M. Jean Poirier, président de l'Association canadienne-française de l'Ontario, de Prescott Russell. M. Poirier, bonjour. Bonjour Yves. Écoutez, je vous remercie infiniment d'abord que vous nous avez invités dans cette magnifique demeure. Et puis on va en parler justement de cette maison parce qu'il y a toute une histoire sur ce magnifique terrain qui se trouve près d'Alfred. Mais d'abord, je voudrais tout à fait intriguer. Comment est-ce qu'un petit gars d'Alfred a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite de France, et ce, par le président Chirac? Expliquez-moi ça. Bien, je pense que quand j'étais député dès 1984, je me suis très impliqué avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On a fait l'installation officielle parce que ce sont des différents parlements à l'échelle internationale qui sont membres de l'APF. L'APF, c'est le parlement de toute la francophonie mondiale, un peu un parlement neutre, non partisan, aviseur des chefs d'État et de gouvernement qui constituent la francophonie. Et étant toujours passionné par la francophonie, quand je suis arrivé comme député, il y avait une vacance parce que l'ancien président, M. Boudria, avait quitté la scène provinciale pour se lancer à la scène fédérale. Il y avait une vacance à la présidence et mes collègues m'ont élu dès mon arrivée comme président de la section. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai siégé, et c'est moi qui ai établi des records de longévité. J'ai été 9 ans le président de ma section. J'ai été 6 ans chargé de mission pour toutes les Amériques, de tous les parlements membres, une douzaine. Mais j'ai aussi siégé toutes ces années-là à l'international basé à Paris. Et comme mes collègues me disaient quand j'ai quitté en 1995, si on ne connaissait pas les Franco-Ontariens avant que tu arrives à ton départ, on les connaissait. Tu ne le laissais jamais oublier la lutte que vous deviez mener comme Franco-Ontariens, mais aussi comme pour tous les francophones au Québec, et même la même lutte pour les Québécois, et c'est la même lutte à l'échelle internationale. Donc, j'ai l'impression que mes collègues parlementaires français avaient réalisé que même si je venais d'un petit parlement de francophonie qui s'appelait le Parlement de l'Assemblée législative de l'Ontario, ils ont compris que dans les petits pots, des fois, il y a des grands onguents, quoi, je ne sais pas trop. Mais à force de pousser, puis de pousser, puis de pousser mes collègues, de faire ce réseau de la francophonie internationale, d'exiger et de dire surtout des choses qui n'avaient jamais été dites dans des rassemblements de parlementaires à l'échelle internationale. Je pense que par la suite, ils ont compris qu'on avait beau venir... On était 1 demi-million en Ontario, mais ça brassait chez nous. Donc, mes collègues parlementaires français ont recommandé, je présume, au président Chirac de me décorer, et je suis le premier franco-ontarien de souche, comme on dit, à avoir été nommé chevalier, mais par la suite promu officier l'automne dernier. C'est tout un honneur. C'est tout un honneur. C'est aussi une reconnaissance de vos actes. C'est ce qui touche le plus, peut-être, parce qu'on ne le fait jamais pour les reconnaissances, on s'y attend jamais. Moi-même, quand j'étais président de la section de l'Ontario de l'APF, je faisais décorer des gens à gauche, à droite de l'ordre de la Pléiade, puis j'avais donné des ordres très stricts, surtout, je ne veux pas être décoré, je suis un décorateur, je ne veux pas être un décoré. Et... avant de quitter, il m'avait fait un vilain coup parce que j'avais dressé une liste des gens que je voulais faire décorer, comme l'ancien ministre Noble Villeneuve, l'ancien premier ministre David Peterson, le premier ministre Bob Rae, des gens de tous les partis. Comme je vous disais tantôt, on n'est pas partisans. Et j'avais dressé la liste, j'avais envoyé les cotisations, j'avais envoyé ça à Paris. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mes collègues ne m'avaient pas du tout consulté. Ils avaient envoyé leur propre liste pour inclure Poirier. Donc, à la fin de la cérémonie, moi, j'étais tout fier. J'avais tout fait décorer ces anciens premiers ministres, ministre, tout ça. Et j'ai été appelé à l'avant. Et puis, comment ça, je suis appelé à l'avant? Je suis déjà à l'avant. Oui, mais vous aussi, vous allez décorer, monsieur. J'étais furieux, mais je n'y pouvais rien. Alors, évidemment, on a parlé tout de suite du petit cas d'Alfred, mais là, allons plus en détail. Vous êtes né à Alfred. Je suis né dans une ferme, dans le temps qu'il y avait des fermes à Orléans. Ma famille, sur le côté de mon père, 3 générations dans des fermes à l'Orignal, mais au moment où je suis né en 1950, il y avait de très belles fermes, terres agricoles à Orléans, imaginez.
Et au moment où moi je suis né, mon père et ma mère avaient une ferme d'animaux à bœuf, un peu d'élevage mixte. Et je suis né à Orléans dans une ferme. Mais par la suite, toute ma jeunesse, je les ai passés dans les fermes de mes oncles. Il y avait un après l'autre des fermes laitières en ligne sur la route 17 dans le secteur de l'Ange Gardien qu'on appelle à Lorgnal. Donc tous mes étés, tous mes fins de semaine dans les fermes de mes oncles. Donc je suis un petit gars bien de la campagne. Comment est-ce que vos parents se sont lancés en agriculture? Comment c'est arrivé? Ah bien, papa a été élevé sur une ferme. Maman, même si elle est native d'Ottawa, elle a vécu la plupart de sa jeunesse dans des fermes dans le coin de Hammond et tout ça. Donc, il y avait ça dans le sang. Ils ont toujours eu cette passion des animaux. Donc, quand on a ça dans le sang, vous savez, Yves, on peut enlever le petit gars de la campagne, mais on peut sûrement pas enlever la campagne du petit gars. Donc, mes parents ont toujours eu des grands jardins, beaucoup d'animaux, tout ça. Puis moi, ça fait tellement un beau souvenir pour un enfant qui a pu grandir dans une ferme. Je me rappelle d'aller nourrir, et je vais vous montrer des photos tantôt, à cheval, à 3 ans, sur les grosses vaches, Hereford. J'avais des pains que j'allais donner moi-même à l'âge de 2-3 ans. Je partais avec mon pain, pour aller donner des tranches de vaches à ces immenses grosses vaches Hereford-là. Quand on a 2-3 ans, tout est gros. Hein? Je me rappelle même des grosses poules qui, j'apprends maintenant que les races sont en voie d'extinction. Des Plymouth Rock, des Rhode Island, c'est des immenses poules. Puis quand tu as 2-3 ans, puis tu rentres dans le poulailler, puis que la poule est aussi haute que toi, je me rappelle, elles aimaient picocher la neige sur les bottes, mais aussi j'avais des petits boutons jaunes. Donc elles pensaient que c'était des grains. Et je me rappelle que les poules qui me picochaient, je me rappelle de ça, j'avais 2-3 ans, mais les poules qui me picochaient à tel point que je tombais sur le derrière parce que ça poussait tellement fort pour avoir le grain. Donc c'est des beaux souvenirs d'enfance. Étiez-vous enfin fils unique? J'ai une sœur qui demeure depuis plus de 20 ans à Vancouver, donc juste ma sœur et moi. Contrairement aux autres grandes familles canadiennes-françaises, on était juste deux. Votre école primaire? J'ai passé 10 belles années à Vanier. J'étais vraiment prédestiné parce que en 54, quand mes parents ont aménagé à Vanier, on a fait bâtir une maison sur la rue Alfred. Ah. Et maintenant, je demeure Alfred. Et comme j'aime bien dire, il y avait, vous vous rappellerez, la célèbre école de réforme Alfred, qui est sur les sites maintenant du collège Alfred. Et quand tous les petits franco-ontariens faisaient des mauvais coups, qu'ils n'ont pas fait, nos pères nous menaçaient de nous envoyer à l'école de réforme d'Alfred. Et j'aime bien dire que quand je suis arrivé à Alfred, ils ont vu ce garnement épouvantable appelé Jean Poirier arriver, qui ont décidé de fermer l'école de réforme parce que des cas difficiles, il y en avait pris, mais un cas comme Poirier, c'était tellement grave qu'il c'était mieux de fermer l'école. Donc c'est la farce que je fais parce que ça coïncide avec mon arrivée à Alfred en 77. Et vous êtes arrivé à Alfred, pourquoi? Comment ça se fait que vous avez quitté Ottawa, disons? Bien, parce que mes parents, après avoir aménagé à Vanier, près de leur retraite, on demeurait à ce moment-là sur la rue McKay, puis la ville, c'est la ville, puis quand on a de la campagne dans le cœur, en 70, ils se promenaient dans les parages d'Alfred, puis ont vu cette belle propriété-là que beaucoup de gens avaient voulu acheter par nombre d'années, mais les deux personnes âgées, les deux vieux frères, qui n'avaient jamais voulu vendre, mais mes parents sont arrivés au bon moment. Donc, ils ont acheté cette propriété ici de Centacre en 70, qui était à l'abandon depuis 1925, donc 45 ans abandonné. Et c'est ici que vous avez construit votre maison? On a construit la maison ici, mais avant de construire, il a fallu tout nettoyer, des snelliers. Il y en avait ici pour faire des couronnes d'épines pour 75 000 scènes de la Passion. Il y avait des épines, des snelliers, c'était épouvantable. N'importe quelle propriété abandonnée, 45 ans, je ne vais pas vous faire un dessin. Des cailloux. C'était sauvage. Donc, on a travaillé très, très tard. Je me rappelle les samedis soirs à mélanger du ciment avec l'ampoule pendue au-dessus de la corde de rallonge, à mélanger du ciment à la main, puis des immenses chaînes de roches abandonnées avec des cailloux gros comme des frigos, des cuisinières. Vous aviez quel âge quand vos parents ont déménagé ici? Ici, j'avais 20 ans. Mais on n'a pas déménagé tout de suite. Moi, je suis arrivé en 77. À un moment donné, j'avais un bel emploi, Environnement Canada. Mais c'était pas dans moi d'être fonctionnaire. Donc, un mardi matin, j'oublierai jamais ça, 9h30, j'ai dit, qu'est-ce que je fous ici? Donc, je me suis assis, j'ai rédigé une lettre de démission. J'ai apporté ça à mon patron. Il dit, t'es pas sérieux? J'ai dit oui. Puis, j'avais vraiment gravi les échelons. Belle position, mais c'était pas dans moi d'être fonctionnaire parce que, étant diplômé en études environnementales, je trouvais que même en 77, que les gouvernements, l'environnement, c'était plus important, c'était plus prioritaire. Puis moi, de végéter, la vie est trop courte pour végéter là ou ailleurs. Donc, j'ai dit salut, goodbye. J'avais pas d'emploi, j'avais environ 1 000 dans mon compte de banque. J'ai quitté, j'avais un bel appartement dans New Edinburgh, belle position. Salut, goodbye, je m'en vais. Même qu'ils ont gardé, imaginez, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ils ont gardé mon poste ouvert pendant 3 ans de temps, étant certain que je reviendrais.
J'ai quitté et le lendemain, le secrétariat d'État du temps m'a contacté et m'a dit, écoutez, nous avons entendu de lui, qui a entendu d'elle, qui a entendu de lui hier, que vous aviez démissionné. On n'a pas de spécialiste en environnement, on cherche des traducteurs. Feriez-vous de la traduction à la pige dans le domaine de l'environnement? J'ai dit, moi, je m'en vais à Alfred. Si vous voulez me la poster, c'est parfait. Je vous posterai le texte, vous me posterez le chèque. Et pendant quelques années, j'ai fait de la traduction à la pige. J'étais un des premiers. On va revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez bien. Votre secondaire, vous avez passé votre primaire à Vanier. À Vanier, à l'école du Charme à Vanier. Et votre secondaire? Je l'ai fait à l'école secondaire de l'Université d'Ottawa, la regrettée, maintenant qui est le site du lycée Claudel. Oui. Et il y avait des prêtres, des oblats, il y avait des professeurs laïcs. C'était une école de garçons. Et dans ce temps-là, les francophones catholiques qui voulaient que leurs enfants aillent dans une école francophone catholique, parce qu'il n'y en avait pas de public dans le temps, au-delà de la 10e année, ils devaient payer comme si c'était l'école privée. Oui. Maintenant, c'est complètement payé par la province jusqu'à plus la 13e parce qu'elle n'existe plus ou elle n'existera plus. Mais à ce moment-là, les parents devaient payer leurs taxes au public, mais aussi aux séparés en plus. Mais c'est une très belle expérience parce que la discipline des oblats, c'est un peu comme les jésuites, ceux qui ont fait des études dans ces domaines-là, on les trouvait épouvantablement stricts. Il y avait la célèbre verge de bois qui n'hésitait pas à nous taper délicatement sur la tête quand on commettait des erreurs de français ou d'anglais, mais que ce soit dans la classe de mathématiques ou d'histoire, si on commettait des erreurs de langue, c'était la même coup sur la tête de bois. On rageait parce qu'on apprenait le latin, le grec, tout ça, mais là, je m'aperçois aujourd'hui que, merci mon Dieu, ça m'a tellement aidé quand je travaille avec des jeunes. Monsieur, que veut dire ce mot? Je regarde le mot, je vois les origines latines, les origines grecques, et je leur explique, je me dis, mais comment vous le savez? Ah, parce que les prêtres nous ont forcés à apprendre le latin puis le grec, puis on a ragé contre ça dans le temps, mais merci mon Dieu, je m'aperçois aujourd'hui comment c'est utile. Ça n'existe pas d'avoir... Vous avez aimé ça, votre séjour à... J'ai adoré. J'ai beaucoup adoré. Il y avait une belle atmosphère. Il y avait peut-être 300-400 élèves. C'était pas le gros 2000 élèves. C'était vraiment privé. Tout le monde se connaissait. C'était comme une grande famille. L'atmosphère était superbe. Mais malheureusement, les Oblats n'avaient plus les fonds pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'école secondaire de l'Université d'Ottawa. Comment étiez-vous comme étudiant? Est-ce que vous étiez... genre intellectuel, genre sportif, qu'est-ce que c'est qui vous intéresse? Pas du tout, mais pas du tout sportif. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais eu ça dans la tête d'être sportif, mais j'aimais bien parce que moi, ce qui m'a vraiment démarré, mes parents n'avaient pas eu grande instruction. Mais ce que j'ai adoré de mes parents, c'est qu'ils ont compris la valeur de l'instruction. Et ils ont fait des immenses sacrifices pour que ma sœur et moi, on puisse avoir accès à autant d'éducation, d'instruction que leurs finances permettaient. Il n'y avait pas de limite. Allez-y, on est derrière vous. Puis je me rappellerai toujours, il y avait le vendeur Groslier qui était passé chez moi. J'avais 10 ans. Et mes parents l'avaient rencontré, puis je me rappelle, comme si c'était hier, ma sœur... Les grosses encyclopédies, tout ça, puis des dictionnaires, etc., etc. Puis j'étais en train de faire mes devoirs, puis il m'avait appelé. Puis on dit, Jean, on veut te parler. Donc, j'avais quitté ma chambre, je faisais mes devoirs, puis il m'avait appelé, il m'avait dit, Monsieur nous propose pour toi et ta sœur cette superbe encyclopédie de la jeunesse que j'ai toujours, qui est en état, à l'état neuf toujours. Est-ce que ça t'intéresserait? Oh, je voyais ces beaux livres-là, parce que quand même, les beaux livres Groslier, hein, c'est très impressionnant. Puis quand on a 10 ans, puis qu'on a cette soif d'apprendre, j'ai dit, oui, j'aimerais bien ça, mais je réalisais que pour mes parents, c'était extrêmement onéreux d'acheter l'encyclopédie. Ils l'ont fait. Puis là, ils m'ont constamment acheté des encyclopédies, l'encyclopédie Tout connaître. Puis moi, je dévorais les livres, j'ai cette passion du livre, même aujourd'hui. Ça a été mes compagnons de jeunesse, les livres, des livres d'apprendre, même les dictionnaires, cette passion de découvrir l'histoire dans les dictionnaires des noms propres, la langue dans les dictionnaires des noms communs, toutes sortes de dictionnaires scientifiques, les animaux. J'ai jamais eu de limite de passion d'apprendre. Je dévorais les livres. Est-ce qu'il y avait un secteur dans lequel vous étiez particulièrement intéressé? L'environnement, je pense. Parce que, mais comment ça s'est développé, ça, là? Peut-être parce que j'étais à la campagne, puis
Du tout début, je trouvais ça qu'il y avait beaucoup d'abus de l'environnement. C'était épouvantable. Je ne sais pas, la géographie. J'ai été chercher un diplôme universitaire en diplôme en environnement, mais avec concentration en géographie, d'apprendre à propos des peuples, des cultures, des coutumes. Ça m'a toujours passionné parce qu'on est... Il y avait un goût d'aventure qui était là. Un goût d'apprendre, de rencontrer des gens. Ma mère me disait que j'étais épouvantable quand j'étais tout petit. Elle m'amenait en quelque part, puis je disais « Bonjour, bonjour, que ça va, bonjour, parlez-moi de vous. » Ma mère dit « Mon Dieu Seigneur, j'étais incontrôlable, j'avais cette verve, puis comme j'aime bien dire, si j'avais été payé au mot, j'aurais fait fortune depuis bien longtemps. » Mais j'étais tout petit, puis moi, les adultes ne m'intimidaient, il n'y a rien qui m'intimidait. C'était une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Parlons-nous, je veux vous découvrir, je veux découvrir dans les livres, mais à travers les gens, c'est cette passion des gens-là. Quand on a fait des voyages à l'international, qu'on était en Afrique, qu'on était un peu tout partout, de découvrir, mais on n'a que quelques minutes sur la Terre. C'est pas de remplir son verre à moitié, c'est de remplir sa coupe à champagne bien pleine, puis de la remplir. Qu'elle déborde. Qu'elle déborde, mais pourvu qu'elle soit pleine. Il y a tellement de choses à savoir. C'est l'avalanche, puis cette passion-là que j'ai de, mon Dieu Seigneur, je me rappelle pas quand je ne l'avais pas. Qu'est-ce qui c'est qui vous a décidé? Est-ce que c'était au secondaire où vous avez dit, bon, ben, je vais aller en géographie ou à l'université ou en écologie? Qu'est-ce que c'est qui vous a... Parce que je voyais que c'était un domaine qui... J'ai toujours été un peu à l'avant-garde des choses parce que dans les années 60, de parler de le mot environnement n'existe même pas dans la langue française. C'est vrai. Je me rappelle au tout début, il fallait dire les études du milieu. Il y avait environment en anglais, mais le mot environnement n'existait même pas. Donc je faisais des études dans le milieu, du milieu. Mais quand on a eu cette passion-là, Yves, je ne me rappelle pas quand je ne l'avais pas. Donc, c'était un cheminement tout à fait naturel. Après avoir, puis lorsque j'ai terminé mon secondaire, il n'y avait pas grand place. On pouvait obtenir un diplôme en études environnementales. Et malheureusement, il n'y avait que l'université en langue anglaise à Waterloo, qui, comme vous savez, sa réputation n'est plus à faire. C'est constamment la meilleure université au Canada pour ce genre d'études-là. Puis moi, je voyais cette passion-là pour les études environnementales, la campagne, le climat, un peu de tout, là, parce que l'environnement, c'est tellement un vaste domaine. On peut parler de l'environnement humain, physique, géographie, de tout, il n'y a pas de limite. Donc moi, j'en ai bouffé pendant 4 ans à l'université de cet aspect d'environnement. Donc vous êtes allé en anglais à Waterloo? En anglais à Waterloo, parce qu'il n'y avait rien d'équivalent en français ailleurs. Donc, puis moi, je voulais faire des études en environnement. C'était super parce que dans le coin de Kitchener-Waterloo, c'est une campagne, une des plus belles du Canada. On a fait beaucoup d'études dans le secteur rural. C'est un paradis terrestre avec tous les Ménonites. C'est très allemand. C'est très allemand. Pour moi, c'était nouveau. Puis j'ai bien apprécié la cuisine allemande. Et la bière. Et la bière. Oh, mon Dieu, puis il y avait des auberges parce qu'il y a de super petites auberges dans les campagnes, dans les environs de Waterloo. Puis après les cours, on se rendait dans les petites auberges. Puis on avait puis la cuisine allemande, vous savez, c'est pas une cuisine régime. C'est pas une nouvelle cuisine. C'était très copieux. Des côtes levées, des culs de cochon, de la choucroute, des chopes de bière. S'il fallait que j'essaie de manger comme ça aujourd'hui, on m'amènerait tout de suite à l'hôpital Montfort pour excès. Je lisais justement dans votre CV que vous avez fait des études à Bordeaux. Est-ce que c'était des études sur le vin ou c'était quoi? Ça, c'est après les heures de cours. Non, j'ai été choisi parce que j'étais un des agents de développement de l'ACFO et j'étais le premier agent de développement de l'ACFO au début des années 80, embauché pour faire du développement économique. Parce que jusque-là, c'était du développement culturel. Et à bien des endroits, à l'échelle de l'Ontario, il faut s'en tenir au développement culturel parce que la culture, elle est menacée. Mais moi, l'ACFO était venu me chercher en 78, à la fin 78, ils ont dit « On aimerait que tu travailles. » Moi, je n'ai jamais fait d'application pour un poste. Les gens sont venus me chercher, c'est bizarre. On veut que tu travailles pour nous, puis on veut que tu développes l'économie ici, puis on veut que tu montes le dossier pour faire ouvrir le collège d'Alfred aussi. Bon, je vous arrête un petit peu, là, parce que je ne veux pas aller trop vite. Okay. L'ACFO, on va en parler, c'est très important. Mais je voudrais quand même dire, nous vous voyons comme au gouvernement fédéral, dans l'environnement. Vous avez fait 5 ans, puis ensuite? Bien, c'est ça, justement. À ce moment-là, j'ai quitté, j'ai fait de la traduction à la pige. Oui.
j'ai bâti cette maison-ci, mais je n'avais même pas fini de bâtir la maison que l'ACFO est venu me chercher à ce moment-là. Bon. Pas comme président, mais comme agent de développement, comme l'employé de l'ACFO. Parce qu'il voyait que le gouvernement annonçait la fermeture de l'école de réforme, l'école Champlain d'Alfred. On voulait barricader ça. Et la communauté franco-ontarienne avait demandé, même dans la création de l'ACFO en 1910, j'ai l'original en haut, où il y avait une résolution demandant la création d'un collège d'agriculture pour les Franco-ontariens aussitôt que 1910. Donc, l'ACFO a dit que ça ferait un excellent site pour un collège d'agriculture. 70 ans de retard, c'est à peu près la norme avant qu'on obtienne des droits en Ontario. Donc, on dit, Poirier, on aimerait que tu embarques puis que tu nous aides avec ça. Ça, c'était en 78-79. En 82, il y avait un programme où le fédéral sollicitait des candidatures parce que les gouvernements qui participaient à la francophonie pouvaient commanditer des élèves qui pouvaient aller à l'école, à la regretter, encore une fois, École internationale de Bordeaux, qui faisait partie de la francophonie, pour aller suivre des cours de perfectionnement. Donc, il y avait un cours sur le développement économique régional. L'ACFO provincial a soumis ma candidature qui a été retenue. Et puis ça, je dois vous admettre, c'était un grand tournant de ma vie, ça. Quand quelqu'un qui est une 10e génération de francophones au Canada débarque en France pour la première fois de sa vie le 20 février 1982. Je me sentais comme un musulman qui arrive à la Mecque. Je me sentais comme Sœur Sourire qui arrive au Vatican. C'est le retour aux sources. Et j'avais cette passion-là, puis j'en ai la chair de poule aujourd'hui. Wow! C'était superbe. Ça n'a pas pris de temps que 2-3 semaines plus tard, c'est moi qui proposais des tournées, des sorties, qu'on pouvait avoir des visites gratuites du port autonome de Bordeaux. Puis même, il y avait 2 animateurs professionnels à l'école qui ne savaient même pas ça. Je connaissais la ville par cœur, je me débrouillais tout partout. Hey, les animateurs, savez-vous que nous, on fait du développement économique, là, qu'on peut avoir une tournée gratis du port autonome de Bordeaux? Ah bon, ça ne savait pas. Bien, allez-y, vous téléphonez ce numéro-là. J'ai pris charge de la place. Et même qu'à la fin, c'est moi, j'ai donné des cours de développement économique quand j'étais supposé d'en prendre. Parlons un petit peu maintenant de l'ACFO et de votre implication dans l'ACFO. D'abord, c'est une association canadienne-française. Et quels sont les objectifs? En fait, si je peux dire, pas les objectifs de l'ACFO en général, mais des vôtres à l'ACFO Prescott Russell. C'est d'essayer d'encadrer, d'être un observatoire aussi de qu'est-ce qui arrive à l'évolution de la langue et de la culture franco-ontarienne. Puis en dépit des gens qui veulent bien nous endormir, que tout va bien, Madame la Marquise, qu'il n'y a pas de problème, moi je dis toujours, je regarde l'assimilation, je regarde les données du recensement de 2001, puis quand on compare ça, parce que des recensements, pour voir le vrai portrait de la situation, il faut regarder ça sur plusieurs recensements, sur plusieurs années. Puis juste entre 71 et 96, 25 ans, puis ça, ce sont les statistiques du gouvernement. Ce ne sont pas des données que l'ACFO a trafiquées ou quoi que ce soit, là. Il y a 33 % de l'augmentation de l'assimilation des Franco-ontariens. Est-ce que j'ai besoin de faire un doctorat pour comprendre qu'en dépit de la bonne volonté de plusieurs, en dépit des projets de loi, en dépit des programmes, en dépit des belles paroles, puis de toutes les sommes qui ont été données, une augmentation de 33 % de l'assimilation des Franco-ontariens, qui est un des meilleurs pourcentages, on ne parlera pas des pourcentages dans l'Ouest puis ailleurs, là. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec le statu quo. Le problème, c'est qu'il y a bien des gens qui s'accommodent du statu quo. C'est plein de gens qui disent dans la vie, il n'y en a pas de problème. Ne brasse pas, tout va bien, tout est parfait, il n'y a pas de problème. Je me suis souvent fait dire ça dans bien des domaines, mais parlons de la francophonie. Puis là, on regarde le recensement de 2001, puis encore une fois, ça reconfirme l'accélération de l'assimilation des jeunes. Dans Prescott Russell, dans Ottawa, dans SDG, des soi-disant bastions de la francophonie ontarienne. Mais s'il y a une accélération de l'assimilation, c'est qu'il y a bien des gens qui pensent qu'ils n'ont pas compris qu'à l'ère de l'informatique, l'assimilation s'est en surmultiplié. On a la planète au bout des doigts. Ce n'est pas une globalisation, une mondialisation, c'est une américanisation que nous sommes en train de vivre. Puis avec l'Irak, on voit bien que les valeurs américaines, excuse, tasse-toi, on arrive.
J'ai inventé un mot, c'est une McDonaldisation de tout, de la langue, de la culture, tout ça. Comment dire aux gens, réveillez-vous? Regardez les statistiques de votre gouvernement qui démontrent une accélération de l'assimilation. C'est pas populaire, ça. Puis j'ai rien contre l'anglais, j'ai rien contre la culture anglophone, j'ai rien contre d'autres langues, d'autres cultures. C'est pas une question de s'en prendre aux autres. Et depuis longtemps que je dis que même le principe du bilinguisme pour nos jeunes est même dépassé. Avec l'ALENA qui va être vraiment de toutes les Amériques bientôt, où il y a 4 langues officielles, nos jeunes, s'ils veulent avoir les accès aux bons emplois sur la planète, devraient même penser 3 langues. Je regarde l'état du français que l'on enseigne. Et ce n'est pas une condamnation des enseignants, c'est une condamnation de la société globalement. On a le système d'éducation que la société veut bien se donner. Je regarde l'épouvantable résultat de français des jeunes. Ils parlent l'anglais mal, puis ils n'ont pas une 3e langue. Quand on a voyagé à l'échelle de la planète, ça ouvre les yeux. Si on n'a pas donné l'exemple à nos enfants, il ne faut pas se prendre que nos enfants n'aient pas de port d'attache linguistique et culturelle. Ah bien oui, on va parler français à la maison, mais c'est tout. En 2003, et moi j'en suis venu à la conclusion que la seule façon, s'il y a un seul espoir de sauver la francophonie pour nos jeunes, s'il y a un espoir, il va falloir avoir dans les écoles, chacune de nos écoles à l'échelle de la francophonie hors Québec et même au Québec, une politique d'animation culturelle à même le curriculum. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais ça, c'est la responsabilité des parents. » Je suis d'accord en principe, c'est vrai. Mais quand les parents ont perdu ça, quand les parents ne l'ont jamais eu, cette connaissance de leur propre culture... Monsieur Poirier, un très, très grand merci pour cette entrevue. Ce fut absolument extraordinaire et vous êtes vraiment un passionné. Continuez. Merci.